présente. Il y a certaines personnes que j'ai déjà rencontrées aujourd'hui. Je m'appelle Esther Bichucher. J'ai un petit accent, oui. Je suis née à Rio de Janeiro, au Brésil. Ça fait rêver. Donc, Unipaz, Paz, ça fait partie de mon origine. Je suis médiatrice depuis 4 ans. Une reconversion, et je fais partie du bureau d'Unipaz. Et c'est la médiation qui m'a fait rencontrer Rosvita et qui m'a fait rencontrer Unipaz. Donc, ce soir, je suis là pour faciliter la parole entre les personnes qui sont ici et avec vous aussi. Donc, d'abord, je vais les inviter à se présenter. Ensuite, je vais poser une question aux 6 personnes qui sont ici présentes. Ils vont pouvoir se poser des questions mutuellement. Et après, je vais vous inviter aussi à poser des questions. Donc, pour commencer, on va faire un petit tour de parole pour qu'ils se présentent chacune et chacun. Alors, par qui on commence? On va commencer par toi, Muriel. Muriel Ricard, oui, ça marche. Donc, je suis élue dans une petite ville des Bouches-du-Rhône, la Bouilladie, 6200 habitants, et je suis élue à la culture de paix, en fait. Et donc, ce soir, je viens sur le débat Grandir en humanité, adieu le FI, où j'ai eu l'occasion dans l'après-midi d'animer un atelier pour expliquer ce que c'était de vivre dans une ville de paix, puisqu'il semble que la ville de Dieu-le-Fit va peut-être adhérer au réseau des Mères pour la paix. Donc voilà, je suis ce soir avec vous pour évoquer comment on peut agir dans une ville de paix. Merci Muriel. Bonsoir, je suis Sylvaine Loplot, je suis formatrice pour les professionnels petite enfance, notamment sur le développement du cerveau et la prévention des violences éducatives. Merci Sylvaine. Bonsoir, je suis Rosvita Lanquetin, sociopédagogue, et j'ai cofondé l'association Unipaz il y a 25 ans avec des amis. Et je suis installée à Dieu-le-Fit. Et je suis ravie de voir que vous êtes là pour vous intéresser à des questions de culture de paix. Bienvenue. Bonjour. Je suis Isabelle Pelou, j'ai fondé en 2006 l'école du Colibri, une école élémentaire dans la Drôme, pas très loin d'ici, sur le centre des Amanins. Et pendant mes 16 ans là-bas, j'ai fait de l'éducation à la paix. Merci Isabelle. Bonsoir, moi je suis Isabelle Chaffois. Je suis enseignante dans une école primaire publique à Minglon, c'est à côté de Die. J'ai des CM1, CM2, je suis toute seule dans mon petit village. Parce que je suis en regroupement pédagogique avec l'école de Châtillon en Divois. Voilà. Merci Isabelle. Les 2 Isabelles. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Roswitha pour ton invitation à venir ce soir. Je suis Abdenour Vidar, je suis philosophe et haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale. Le point commun, a priori un peu improbable, entre ces 2 activités, c'est la question de la fraternité. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la fraternité qui est proche de la question de la paix qui va nous occuper ce soir. Merci Abdenour. Bon, maintenant j'ai une petite question à vous poser, qui n'est pas si petite que ça. C'est comment, de votre place, à chacune et à chacun, vous contribuez à réparer les liens dans ce monde qui se déchire. Et si possible, nous raconter une petite expérience, à partager avec nous une expérience. Qui souhaite commencer? Ou on va tirer au sort. Verônido, Nite, Salamé, Bingo e o sorvete colorido. O escolhido foi você. Ah, Isabelle, c'est toi. Je suis même pas sûre que tu n'as pas triché.
Bon, alors moi j'avais envie de vous raconter une des expériences multiples que j'ai fait avec les enfants et qui, une fois de plus, m'a appris quelque chose. Et donc, avec les enfants de l'école, on travaillait tous les ans en éducation APS sur nos états émotionnels. Voilà, donc on avait eu une formation avec un clown. Et le clown, c'était assez rigolo. On leur disait, bon, alors maintenant, on serait tous en colère. Alors, on se mettait tous en colère. On redevient neutre. On va toucher la tristesse. On redevient neutre. Et puis, on faisait les exercices les uns après les autres. Ce qui fait qu'à l'école du Colibri, il y avait une émotion qui n'apparaissait dans aucun livre d'émotion. C'était neutre. Et quand je leur disais, mais c'est quoi neutre? Ils disaient, bah, tu sais, c'est quand ça va, quoi. Et en fait, aujourd'hui, en travaillant avec eux plus loin, on avait vu qu'on pouvait le mettre avec la joie. En fait, l'état d'apaisement, quand ça va et que c'est tranquille, c'est la joie de base. Et puis après, on monte dans la joie. Et donc, avec les enfants, on a beaucoup travaillé sur le développement du vocabulaire autour des émotions. Et il y avait un jeu, ça s'est inspiré d'un livre qui vient du Québec, parce qu'il y a beaucoup d'outils que j'ai pêchés dans les livres du Québec, et qui étaient les thermomètres des émotions. Donc on travaillait avec les 4 grandes émotions, la peur, la joie, la tristesse, la colère. On faisait d'abord un brainstorming de vocabulaire, donc ils sortaient tout ce qui leur venait pas, donc c'était pas toujours quelquefois c'était des expressions, pétage de plomb, voilà, tout ce qui leur venait à l'idée sur ce sujet-là, et après sur un thermomètre, par groupe de 5 ou 6, ils les classaient du plus petit du plus bas, et c'est là où être neutre est arrivé en bas de la joie. Et la joie, ils sont arrivés au pétage de plomb. En disant, mais oui, quelquefois, on est tellement joyeux, c'est insupportable, quoi. C'est trop fort, on n'arrive pas à se calmer. Voilà. Et puis, dans les autres choses qui sont apparues, c'était vraiment dans ce classement. Et donc, on travaillait beaucoup sur le thermomètre de la colère. Parce que très souvent, la colère, les enfants ont tendance à l'évacuer avec un jugement majeur dessus, un peu comme nous, les adultes, que la colère, on l'associe au pétage de plomb. Il y a celui qui ne se contrôle pas et qui ne se maîtrise pas, donc on n'en veut pas. Et donc les enfants sont allés chercher toutes les formes de colère qui sont simplement un petit agacement. C'est déjà de la colère. Voilà. Et donc on est allé chercher en filigrane toutes les petites choses qu'on rencontrait. Puis en montant sur les échelles, à un moment il y a vraiment quelque chose de très intéressant qu'ils m'ont appris. Ils ont beaucoup discuté sur le fait de taper, donc la violence physique, et de taper, ils ont appelé ça taper avec sa langue. C'est-à-dire quand on dit quelque chose de méchant à l'autre, qu'on l'attaque par la parole. Et ils ont eu des grands débats pour finalement dire c'est la même chose. C'est aussi grave de taper physiquement quelqu'un que de taper quelqu'un en lui disant quelque chose de méchant, parce qu'on peut le blesser très fortement sans que ça se voie, alors que quand on tape physiquement, le seul intérêt du fait de taper physiquement, c'est que ça se voit et que les autres vont dire que c'est pas bien. Et qu'on peut en parler. Alors que d'être tapé moralement par une parole, quelquefois, on repart tout seul avec sa blessure et on ne sait pas bien dire, l'humiliation est plus difficile à exprimer. Et donc les enfants, à l'école, ils avaient fait une échelle de valeur du vocabulaire de la colère, et en haut, il y avait taper avec sa bouche et taper physiquement. Voilà. Merci Isabelle. Donc, quand on tape avec la langue, ça laisse des blessures aussi. Et on peut même avoir des courbatures. Tout à fait. J'ai fait l'expérience. Une fois, on m'a engueulé très fortement. Le lendemain, j'avais des courbatures. Et en fait, la joie peut aussi être une émotion désagréable. En fait, parfois on dit positive ou négative, mais il y a l'agréable, désagréable. La joie, ça peut aussi nous perdre le contrôle. Une année d'ailleurs, j'avais testé pour moi-même du yoga du rire. Ça m'avait tellement plu que le lendemain à l'école, direct, j'y vais, j'ai pour cet après-midi, yoga du rire. En fait, non, on ne peut pas faire ça avec des enfants de première. J'en ai un qui est parti en cacahuète, on ne savait plus l'arrêter et il était hyper mal. On l'a emmené dehors, il ne pouvait pas s'arrêter, Il a vraiment fallu qu'on l'isole, qu'on le... Voilà, c'est pas toujours agréable. C'était très visible pendant les Jeux Olympiques pour ceux qui ont vu les images. Il y avait très souvent cette émotion excessivement forte que ressentaient les gagnants et cette joie qui est tristesse. En fait, les émotions, c'est la même chose partout. Il y a des colorations différentes, mais c'est un état émotionnel commun. Voilà. Et avant de passer la parole aux autres intervenants, j'ai une question. En faisant ça,
en proposant ce type d'exercice, comment on contribue à réparer ce monde et les liens? Oh bah c'est assez simple, hein, c'est en cours de récréation, ça donne des enfants qui en parlent de ça. C'est-à-dire qu'ils mettent des mots sur ce qui se passe pour eux. Donc, en fait, quand on a les mots pour le dire, ça c'est un beau film de Stéphane de Freitas. Je ne me rappelle plus de son nom, mais voilà, dans le film, il montre comment, avec le concours plaidoyer, là, il fait parler les jeunes. Stéphane, il témoigne que quand il était au collège, il était dans un quartier difficile et ses amis se tapaient beaucoup. Très souvent, la violence physique apparaissait, les insultes apparaissaient. Et quand il est allé au lycée, il est le seul de sa classe à être allé au lycée. Les autres n'allaient pas au lycée. Et quand il est arrivé au lycée, il s'est dit, mais il y a beaucoup moins de conflits entre nous. Même mes copains là, du lycée, ils ont plein de mots pour dire quand ça va pas. Et il s'est dit, il faut qu'on apprenne les mots pour dire quand ça va pas, pour pas être obligé de passer par le corps. Pour pas dire tout de suite, enculé, fils de ta mère, dégage, tu pues, machin, voilà, pour pouvoir dire ça ne va pas, je suis pas content, je suis contrarié, excuse-moi, mais dis quelque chose. Enfin, voilà. Donc si on n'a pas les mots pour dire les états intermédiaires de ces émotions, on passe directement à l'insulte et on tape. Et ça, moi, je l'ai vécu, vraiment, c'est visible chez les enfants. Dès qu'ils ont du vocabulaire pour parler de ce qui se passe, ben, ça se passe beaucoup mieux pour eux, parce qu'ils peuvent se parler, quoi. Donc, dès qu'on peut mettre en mots, c'est déjà une piste vraiment importante. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ici sur le plateau que vous avez envie de poser à Isabelle par rapport à cette expérience? L'expérience qui a été menée donc à l'école des Amanins, qu'on a pu bénéficier au travers du film, comment ça a duré dans le temps? Alors, l'expérience continue, puisque l'école existe toujours. Et puis ensuite, moi j'ai vraiment eu à cœur d'aller former des enseignants, de façon à ce que ça se diffuse de plus en plus. Il y a des livres qui sont sortis. Voilà. Donc après, ça ne se mesure pas, je ne sais pas dire. J'ai essayé de faire ma part. Voilà. Part du colibri. Est-ce qu'il y a une autre question ici? Ou est-ce qu'on enchaîne avec un autre témoignage? J'aimerais bien enchaîner parce que Isabelle pouvait faire ça, mais pas tout le monde peut le faire. Quelles sont les conditions pour aider les enfants à découvrir qui ils sont? Alors je voudrais vous partager, c'est pas une question directe là, mais la question se pose, hein. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être des réparateurs, des guérisseurs, pour prendre soin des autres? Ça nécessite une prise de conscience de soi-même, de qui on est. Alors je voudrais vous partager, j'ai une grande chance. J'ai pu voyager dans le monde, j'ai vécu pendant 10 ans en Asie du Sud-Est, dans différentes cultures, différents pays, en Chine d'abord, au Japon ensuite et en Indonésie après. Et je suis revenue et dans mes bagages, j'avais vraiment cet apprentissage et cette certitude que sur la planète, nous sommes tous semblables. Nous avons tous des besoins semblables. Nous ne sommes pas si différents que nous croyons. Bien sûr, nous sommes différents. Mais c'est fascinant de voir que, au-delà de nos différences, nous pouvons trouver un niveau humain qui nous unit, qui fait sentir qu'on s'aime. J'avais une femme de ménage qu'on m'a attribuée, sans que je voulais, en Chine. On ne pouvait pas parler. Mais je suis sûre que cette femme, elle m'aimait. Et moi, je l'aimais. On avait tous les deux des enfants. Et donc, ce lien que nous avons entre nous, j'adore le favoriser, le mettre en valeur. Nous sommes reliés, de toute façon. Et j'aime bien voir, il y avait Thomas Pesquet, je crois, quand il est revenu de sa première mission dans l'espace,
On a dit alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir la planète Terre de loin là? Il a dit, nous dans notre vaisseau spatial, on nous entraîne à la survie, on s'entraide, on fait attention parce que chaque petite chose peut mettre notre vie en danger. Donc c'est primordial que nous fassions attention les uns aux autres. Et quand je regarde le vaisseau de la Terre, c'est exactement la même chose. Les habitants devraient prendre soin des uns des autres pour que la planète aille bien. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui me tient très à cœur, de chercher ces liens qui nous unissent, parce que c'est ça, sur ces liens-là qu'on va pouvoir construire notre humanité. C'est ce que je pense. Donc chercher le lien qui nous unit et que malgré toutes les différences, on a une part semblable. Ça ne veut pas dire qu'on néglige nos différences, pas du tout. Mais on les accepte, on les intègre. Et on va à un autre niveau de conscience où on peut intégrer la différence de l'autre. Si nous pouvions faire ça, je crois que ça serait déjà la paix sur Terre. Tu as fait ça, Roswitha, à un autre niveau de conscience. Donc, il faut prendre l'ascenseur, il faut monter, il faut appuyer sur le bouton. Comment on fait pour monter à un autre niveau de conscience? Il faut beaucoup de boutons, peut-être. Je crois que tu voulais poser peut-être une petite question ou partager... Ou plutôt rebondir, comme la grenouille, à ce que dit Roswitha. Tu dis quelque chose qui, dans mon expérience aussi, est très important. Et je dirais mon expérience de pédagogue. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. Tu as fait avec cette femme et avec ces gens, à l'autre bout de la planète, une expérience de proximité. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous étiez sœurs et frères humains, avec vos différences, par-delà vos différences, etc. Et la question que je propose souvent dans on parlait tout à l'heure des ateliers philo. J'ai créé une association avec Fabienne Servan-Schreiber qu'on a appelée Fraternité Générale. Et on a construit une mallette pédagogique pour les professeurs, mais aussi pour les animateurs dans le périscolaire, dans les maisons de quartier, dans les missions locales, etc. Et parmi les questions qui peuvent donner lieu à un atelier philo, il y en a une qui est justement celle-ci. Elle est très très simple. C'est qui est ma sœur? Qui est mon frère? Et par le dialogue, par le débat, par la discussion, les jeunes gens peuvent se rendre compte, mais nous aurions besoin, nous aussi, quel que soit l'âge. Mais j'avais envie de te la poser. J'avais envie de te la poser. Voilà, se rendre compte qu'ils arrivent en fait au départ avec tout ce qui est aujourd'hui en plus exalté par l'air du temps, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des identités, des appartenances, des communautés, etc. Et donc ils sont très très éloignés les uns des autres. Mais peut-être que notre responsabilité de pédagogue, c'est de les amener à la prise de conscience qu'il y a des expériences fondamentales d'être humain qui sont communes, qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus essentielles, que ce qui nous rapproche est beaucoup plus essentiel que ce qui nous divise. Et là, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Moi, l'être humain, vous voyez, c'est un moi générique, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, c'est vous, c'est moi. Moi, l'être humain, bon, j'ai beau être de telle ou telle couleur, j'ai beau être, je suis croyant, je suis pas croyant, j'ai grandi à telle époque, dans tel milieu, en réalité, je veux pas être méprisé. Quand je suis méprisé, quand ma dignité est bafouée, ça me fait souffrir et ça me révolte. Quand je vois que l'autre souffre, j'éprouve pour lui de la compassion, même si je ne le connais pas. Parce qu'il y a dans ce spectacle de la souffrance de l'autre quelque chose qui est en résonance avec ma propre douleur quand je souffre. Je veux être reconnu à ma juste valeur. Je veux aimer, je veux être aimé, je veux être heureux. Si j'étais Bouddha, je dirais je veux fuir la souffrance et aller vers le plaisir. Voilà. Et puis il y a peut-être aussi en nous, pour aller dans le sens de ce que tu disais, Roswitha, un supplément d'âme qui cherche à respirer.
par rapport à tous les étouffements que nous subissons dans nos sociétés. Vous voyez, société où on est contraint de tous les côtés, est-ce que je dois dire notre intériorité, est-ce que je dois dire notre âme, est-ce que je dois dire notre esprit, peu importe le vocabulaire, il y a un besoin de respiration. Et il y a un besoin d'aller vers plus grand que soi. Comme le disait Blaise Pascal, il y a en l'homme quelque chose qui passe infiniment l'homme. Alors on l'appelle comme on veut. Vous voyez ? Mais c'est intéressant que nous créions, pardon, c'est pas très joli, que nous créions, que nous sachions, alors c'est bien la langue française, on peut faire plein de trucs avec, que nous sachions créer des petits écosystèmes. Moi j'appelle ça des écosystèmes parce que l'écosystème, c'est pas seulement le vivant à côté de nous, c'est nous aussi. Des petits écosystèmes humains dans lesquels on se donne les conditions, les bonnes conditions propices pour faire ensemble ces prises de conscience. Et ces expériences fondamentales, qu'il y a quelque chose qui nous rapproche, qui est plus puissant, qui est plus essentiel que ce qui nous divise. Je finis par raconter une anecdote. Avec plaisir. Un jour, un journaliste me dit, bon, moi je suis connu comme un philosophe des religions, et j'ai beaucoup travaillé sur l'islam. Je suis de culture musulmane. Et un jour, un journaliste me dit, alors, vous, monsieur Bidard, je pense que pour vous, il est important qu'il y ait la création en France d'un nombre toujours plus important de carrés musulmans dans les cimetières. Boum. C'est un des endroits où les musulmans peuvent, si vous voulez, mourir tranquilles ensemble, de leur côté. Je dis, écoutez, pour un certain nombre de gens, effectivement, c'est un enjeu, mais si vous le permettez, moi, je préférerais mourir et passer l'éternité avec tout le monde. Voilà. Donc je lui dis, moi, en réalité, ça m'importe peu à côté de qui je vais être enterré, et si possible, on pourrait peut-être parler de la vie avant de parler de la mort. Et en attendant cette mort où j'aimerais bien être avec tout le monde, si possible dans la société, j'aimerais bien être avec tout le monde. Et pas uniquement avec mes congénères co-religionnaires. Donc il y a, bon, ça c'est si vous voulez peut-être aussi le travail du philosophe, que d'amener c'est Bertrand Russell qui disait le philosophe c'est celui qui voit des problèmes là où les autres voient des évidences. Et pour lui c'était une évidence que, voilà, étant musulman, je devais vouloir un carré musulman. Mais non, je suis un être humain. Je me pose des questions sur la vie, je me pose des questions sur la mort, exactement au même titre que n'importe quel être humain. Donc si on en arrivait à faire un pas de côté, à prendre un peu de recul et à reprendre la conscience commune de ces confrontations fondamentales, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait nous amener à cette conscience de la fraternité et à partir de là, à aller vers l'autre, peut-être avec le cœur en paix davantage. Voilà. Mais c'est un travail, hein, c'est un effort, c'est un exercice, c'est pas une baguette magique. L'écosystème. Et peut-être ce qu'on a proposé pendant ce festival, c'est de s'aimer un petit écosystème ici à Dieulefit. C'est que tu fais aussi dans le Centre Sésame, c'est que Isabelle a pu faire aux Amanins, c'est qu'Isabelle, elle fait aussi dans l'école publique. Et peut-être ça peut être le lien pour que tu nous racontes aussi une petite expérience qui va dans le sens de restaurer tous ces liens. Oui, j'essaye. C'est pas un exercice facile pour moi parce que j'ai pas l'habitude de parler de ma pratique en public. C'est vrai que je suis toute seule dans ma classe et du coup, voilà, c'est Alexandre Moreau qui est venu dans ma classe et qui m'a dit mais faut que tu parles un peu de ce que tu fais. C'est un réalisateur. Et du coup, j'ai cherché. Quand tu m'as posé la question, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait créer du lien. Et en fait, nous, on commence l'année dans ma classe avec vraiment. Enfin, moi, je suis persuadée que les enfants, s'ils sont persuadés d'avoir des qualités et des talents et qu'ils les cherchent en eux, ça sera beaucoup plus facile après d'aller vers les autres. Donc en fait, on commence la semaine à chercher, chaque enfant essaye de chercher en lui, là où il est fort. Et on essaye de se dire, bah, c'est pas forcément en maths, c'est pas forcément en français. On peut être fort en maths, on peut être fort en français, mais on peut être aussi fort en plein d'autres choses. Et c'est pas un exercice facile quand les enfants arrivent. Ils ont du mal à trouver là où ils sont forts. Et alors, quand j'ai les enfants plusieurs années de suite, c'est plus facile. Eux, ils répondent assez vite. Et ils aident les autres en disant « Mais si, mais t'as forcément quelque chose, cherche chez toi, quand t'es dans ta famille, quand tu te sens bien. » Et puis petit à petit, ils arrivent à trouver. Et en fait, on essaye vraiment d'ancrer ça pour que tout le monde puisse connaître les spécialités, les talents de chacun.
Donc on a un mur des spécialités de chacun, et une fois qu'ils sont persuadés, c'est pas tout de suite, chez certains enfants c'est pas tout de suite, parce que quand on fait le tour, là cette année j'ai fait le tour des enfants, presque tout le monde a su dire un petit peu là où il était fort, mais il y en a un, il m'a dit mais non, mais moi je suis nul. Et je dis c'est pas possible, on peut pas être nul, cherche. Il l'a pas dit tout de suite. Et quelques jours après, je suis retournée discuter avec lui et je lui ai dit mais il y a forcément quelque chose où tu es bon, où tu aimes faire quelque chose, où tu te sens bien. Il m'a dit bah oui, j'aime bien faire le ménage avec ma maman. Voilà. Donc du coup, on a trouvé quelque chose. Et à partir de ces spécialités, on fait, du coup, le vendredi, on fait une après-midi qu'on appelle le Funny Friday, c'est l'activité préférée des enfants. En fait, ils s'inscrivent à des ateliers où ils sont, du coup, les professeurs, et c'est eux qui apprennent leur spécialité aux autres enfants. Et ça crée vraiment, du coup, ils ont une place, donc ils créent, enfin voilà, ça peut être en dessin, ça peut être en sport, ça peut être, bon, on ne peut pas tout faire. Celui qui aime pêcher, ben, on ne peut pas les pêcher, mais par contre, du coup, on trouve des solutions. On dit, bah, tu peux peut-être amener ta canne à pêche, tu peux parler des poissons, par exemple. On essaie de trouver des solutions, et donc, du coup, toutes les semaines, ils ont cette porte-là où ils se disent, bah voilà, on peut s'exprimer, et en fait, ils sont bien avec eux-mêmes, et s'ils sont bien avec eux-mêmes, bah, ils vont, du coup, accepter bah, les capacités des autres, voilà, les savoir-faire des autres. Donc, je crois que c'est ce qui me tenait à cœur de raconter ce soir. Après, il y a beaucoup d'autres choses, parce qu'une fois, du coup, bah, qu'ils sont à l'aise avec eux-mêmes, ils vont pouvoir aller vers les autres. Donc, on a aussi créé un système de lettres qu'on s'écrit tous les jours. Donc, ils peuvent s'écrire entre enfants, ils peuvent s'écrire enfants-adultes, ils peuvent s'adresser à la classe. Et ça marche vraiment bien, parce que du coup, bah, qu'est-ce qu'on écrit dans une lettre? Il faut se poser, il faut se dire, bon, bah, les premiers mots, c'était mais maîtresse, mais je sais pas comment mettre en mots ce que je veux dire. Et du coup, bah, petit à petit, à force d'écrire des lettres, des fois on les lit. Après, quand c'est des lettres personnelles, souvent ils ne les lisent pas, mais ça peut être des lettres adressées à la classe. Moi, je leur ai adressé une lettre à chacun le jour de la rentrée individuelle. Et puis du coup, ils ont leur petit carnet de lettres sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Puis petit à petit, ils apprennent à aller vers les autres. Et j'ai un enfant qui est arrivé cette année qui ne sait pas du tout ni lire ni écrire. Et pour lui, c'était très difficile les premiers temps de se poser puis de dire bah, tu vas écrire une lettre à un copain. En fait, il partait dans tous les sens. Il disait non, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Jusqu'au jour où il y a un copain qui lui a fait une enveloppe avec un dessin de tracteur sur l'enveloppe. Et il est fan de tracteur. Et donc du coup ils ont discuté, ouais t'as vu, alors en plus ce qui est intéressant dans la lettre c'est qu'ils l'ont pas tout de suite, ils l'ont le lendemain, donc il y a l'attente aussi, donc le lendemain il y a la lettre avec le tracteur, ah mais attends mais c'est génial, donc il parlait des tracteurs tout ça, et c'est la première fois que quand je me suis posée à côté de lui pour écrire sa lettre, qu'il a su me faire 4 phrases pour s'adresser à son copain, cher Louis, je te remercie pour ta lettre, et c'était la première fois qu'il s'adressait à un enfant en lui demandant de ses nouvelles. Et depuis, on a commencé, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, depuis, sur chaque enveloppe, il dessine la chose préférée de l'enfant à qui il s'adresse. Donc là, il s'adressait à Louis, qui est fan de bateau, et il a passé un quart d'heure à dessiner son bateau pour lui. Et voilà. Alors, il y a plein d'autres exemples, mais voilà, j'en ai cité 2, mais... Merci Isabelle. Voilà. Ça rejoint ce que Isabelle Pelloux disait tout à l'heure, de pouvoir mettre des mots. Bravo. À partir du moment où on arrive à s'exprimer, à mettre des mots, il y a quelque chose qui s'apaise déjà et que quelqu'un puisse écouter. Donc la parole et l'écoute apaisent. Et puis aussi d'aller dehors. On va beaucoup dehors. Une fois qu'on est bien avec soi, qu'on est bien avec le groupe, et ben, c'est vraiment important d'aller dehors, et les enfants sont très demandeurs d'aller faire la classe dehors en nature. Et j'entends une autre chose qui apparaît dans le film aussi, qui fait partie de la culture française, c'est qu'on n'a pas l'habitude de parler des choses qui sont les qualités des enfants, et de mettre en valeur, quand les enfants réussissent, de dire bravo. Vous êtes fort là, et de pouvoir aller dans ce sens. J'ai l'impression qu'il faut déconstruire
des choses qui font partie vraiment de la culture. Et ça va très vite avec les enfants, une fois qu'ils... Enfin, c'est très beau de les voir discuter entre eux, parce qu'ils vont chercher les autres après. Ah mais toi, ah oui c'est vrai, toi tu peux m'aider là-dedans. Enfin, ça va vraiment très vite avec les enfants, mais il faut vraiment... déjà moi je leur montre que je vois les qualités de tout le monde. Une fois qu'ils ont vu ça, eux aussi ils vont chercher et ils aident les copains même à dire mais non arrête, toi t'es fort là-dedans, je t'ai déjà vu. Souvent des fois ils arrivent à dire les qualités des autres enfants et c'est vraiment très beau. Bravo. Et peut-être on peut faire le pont avec toi Sylvaine pour parler de la violence d'éducation ordinaire et qui rejoint aussi l'histoire des paroles qui nous paraissent anodines mais qui laissent des traces. Oui. Ce qui me venait là tout de suite, parce que ça fait très très écho justement dans les formations de professionnels petite enfance. Donc j'ai essentiellement comme public des professionnels de crèche et des assistantes maternelles. Et ça me faisait vraiment écho parce que je me rends compte qu'en tant qu'adulte, peu d'entre nous, en fait, d'une manière générale, est bien équipé pour parler déjà de ses propres émotions. Les adultes finalement qui accompagnent les enfants, hein, dont je fais partie aussi, mais on n'a pas reçu l'éducation qui nous a permis d'exprimer nos émotions. Et donc c'est difficile en fait du coup de permettre aux enfants d'exprimer les leurs, même si parce que maintenant on le sait avec les neurosciences cognitives et affectives, on sait à quel point c'est important effectivement, mais c'est très difficile en tant qu'adulte si on n'a pas les codes de le transmettre. Et dans les formations, quand j'ai suffisamment de temps, parce que bon, ça dépend de comment elles sont financées, par qui, etc. Mais quelquefois, j'ai suffisamment de temps, ça peut aller jusqu'à 21h sur la prévention des violences éducatives. Et du coup, j'aime bien, quand les équipes commencent un peu à se connaître, qu'on a déjà passé un peu de temps à jouer. Alors, jouer autour des violences éducatives, c'est pas simple. Je fais de mon mieux pour essayer que ce soit pas trop lourd. Mais j'aime bien faire une petite expérience qui est de pouvoir dire quelque chose de gentil en fait à sa collègue. Enfin, on est en général une quinzaine. Et c'est surprenant parce que, bien sûr, je suis certaine qu'au fond d'elle-même, elles pensent quelque chose de gentil de leur voisine. Mais en fait, c'est comme si les mots étaient bloqués, c'est très difficile. Et c'est encore plus difficile pour certaines de recevoir des mots gentils. Et j'ai fait, il s'est passé une fois où une personne était tétanisée, tremblait, rien que d'anticiper qu'elle allait entendre quelque chose de gentil, elle était en panique de ne pas pouvoir le recevoir. Et finalement, c'est une collègue qui la connaissait un petit peu, parce que les assistantes maternelles, elles se connaissent quand même, elles travaillent seules chez elles, mais elles fréquentent le même relais petite enfance, donc elles se croisent quand même. Et qui l'a touchée, a eu un geste gentil sur elle, l'a rassurée. Donc ça l'a détendue. Elle n'a pas pu quand même entendre, elle était vraiment trop paniquée. Elle n'a pas pu entendre, mais elle a pu accepter un geste. Et un peu plus tard dans la formation, elle est venue me dire, c'est incroyable l'effet que ça m'a fait. En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas toucher. Alors, pour une assistante maternelle, c'est pas évident. Non, mais je suis certaine qu'elle était tout à fait professionnelle et qu'elle s'occupait très bien des enfants, mais c'était pas spontané pour elle de faire 10 000 câlins, etc. Parce qu'il y avait quelque chose, voilà. Et là, en fait, elle a perçu, elle a ressenti tellement de chaleur et tellement d'encouragement elle m'a dit après, mais je suis certaine que ça va vraiment changer. Enfin, là, j'ai compris quelque chose sur l'importance de se toucher gentiment, de se regarder gentiment et de pouvoir se dire des choses et de pouvoir les entendre. Et donc, voilà, c'était juste, je vais un peu trop loin peut-être, mais c'était juste parce que ça m'a vraiment fait écho, cette histoire on veut que les enfants expriment leurs émotions et on a bien raison, oui. Mais on ne sait pas toujours, on n'a pas le si nous, en tant qu'adultes, on n'est pas outillés, et on n'est pas outillés, enfin, rares sont, je pense que suivant la génération, on n'est pas, on n'a pas été outillés, nécessairement.
Et j'entends que si on n'a pas eu l'habitude d'entendre des choses agréables, c'est difficile. C'est difficile et puis ça réactive. En fait, finalement, ça fait énormément de stress parce que si on n'a non seulement pas eu l'habitude d'entendre des choses agréables, mais même plutôt eu l'habitude d'entendre des choses désagréables, en fait, ce genre de situation va faire un peu comme une mémoire post-traumatique. Ça va réveiller des peurs et ramener du stress dans le cerveau qui est plus capable de se dire oh là là, mais là, en fait, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je dise ça. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ce que c'est la violence d'éducation ordinaire? La violence éducative ordinaire. La violence éducative ordinaire, c'est un tout moyen, les humiliations, bien sûr la violence physique, mais toute violence, tout moyen, on va dire, d'exercer son pouvoir d'adulte sur l'enfant pour obtenir ce qu'on veut en tant qu'adulte sans tenir compte des besoins des enfants. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? Par exemple, je suis un enfant. Dis-moi quelque chose, c'est OK pour moi, je joue l'enfant. Dis-moi quelque chose qui est de l'ordre de la violence éducative ordinaire. Écoute, j'aimerais bien que tu finisses ta soupe là parce que sinon ça va pas être possible de regarder le dessin animé après manger. Donc pourquoi, alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi c'est de la violence éducative. En fait, on va parler de violence éducative à partir du moment où on va quelque part interférer avec les besoins fondamentaux de l'enfant. Manger, l'appétit, la faim, la satiété, c'est vraiment de l'ordre d'un besoin fondamental et finalement personne d'autre que nous-mêmes ne sait. Voilà, si j'ai plus faim, j'ai plus faim. Alors c'est vrai que les enfants ont souvent plus faim pour le yaourt au chocolat que pour la soupe. C'est vrai, mais c'est néanmoins faire du chantage, c'est de la violence éducative. Il y a la carotte. La carotte et le bâton, en fait. C'est entre là-dedans. Oui, c'est sûr que oui, mettre une carotte au bout, c'est le pendant du bâton. Merci Sylvaine. Est-ce qu'il y a des questions ici à poser à Sylvaine? Oui, Isabelle. Moi, c'est pas vraiment une question, mais quand tu parlais des émotions, c'est vrai que je trouve qu'on a, en tant qu'adulte, devant les enfants, on a vraiment ce rôle à jouer de montrer notre authenticité et de montrer nos émotions aussi, de ne pas hésiter à leur dire quand on arrive le matin et que ça va pas, c'est pas de leur faute, ça peut être aussi pour autre chose. Et en fait, en nous voyant authentiques, et eux, ils s'expriment après beaucoup plus facilement. Voilà, c'était juste une petite anecdote par rapport à ce que tu disais. L'authenticité. Oui, l'authenticité. Oui. C'est aussi autre chose dont tu parlais sur les compliments. Il y a un jeu qui s'appelle le jeu des compliments. Et pour ceux qui sont enseignants, vous connaissez tous cette période avant Noël où nous on est fatigués, eux sont très fatigués et ils sont super excités par l'histoire des cadeaux, des vacances, du Père Noël. Voilà, ça fait un état de classe où en général tout devient conflictuel, ils n'ont aucune patience. Et donc il y a un jeu extraordinaire qui s'appelle le jeu des compliments. Quand on fait faire ce jeu des compliments aux enfants, chacun il tire un nom au sort et il doit faire un compliment à l'enfant à qui ils ont tiré un nom au sort et ils se donnent les compliments. Et après, si on veut, on a le droit de dire le compliment qu'on a reçu, mais c'est pas obligatoire. Mais à chaque fois derrière, on avait l'ambiance de classe qui redevenait d'une sérénité juste incroyable. Je veux jouer, moi. Merci Isabelle. Et si on passait à un niveau d'une ville, amener ça à comment on peut agir dans une ville pour pouvoir restaurer ces liens? On agit sur la politique de la ville en fait, c'est-à-dire que on décide dans nos modes de fonctionnement de mettre des moyens pour arriver à... Alors on agit plus sur la prévention que sur la restauration. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le préventif. Sur la restauration, je dirais qu'on a agi beaucoup sur la formation aussi, la formation des adultes qui s'occupent des enfants. Et là, je pense à une formation qu'on avait fait sur mesure pour le personnel qui s'occupe des enfants pendant le temps cantine. On avait eu des remontées dans les conseils d'école des parents qui disaient que ça pouvait être un peu brutal,
les animateurs ne s'exprimaient pas forcément de manière bienveillante vis-à-vis des enfants. Donc on a créé une formation sur mesure, justement pour apprendre un peu plus l'empathie, être plus à l'écoute des enfants et faire en sorte qu'on se mette, qu'on comprenne la notion du besoin. Le besoin de l'enfant et comment on arrive à créer une relation sécure, parce qu'on avait la remontée des adultes qui disaient mais on n'y arrive plus, ils ne nous respectent pas. Et se faire humilier par des enfants, et en plus à la sortie de l'école il y a les parents qui s'y mettent aussi, c'est double peine finalement. Et donc on a travaillé sur ce temps-là et on a eu de beaux résultats, parce qu'on est passé où finalement certains n'arrivaient plus à se faire respecter qu'en sifflant dans un sifflet. Tout le truc hyper stressant, personne n'a envie de vivre ça. Et en fait, on réussit à les remettre, les faire reconnecter en fait à leurs propres besoins. Le besoin ben, eux, ils avaient besoin de respect, ils avaient besoin de tranquillité aussi, parce que c'est un temps très court mais très intense. Et finalement, il y a eu vraiment un bénéfice immédiat après la formation. On a eu de très bons retours. Les enfants se sont rendus compte du changement. Les adultes l'ont très bien vécu parce qu'ils ont pu mettre en application la formation. Et on a été gagnants de tous les côtés. Donc là, c'était un exemple. On a travaillé aussi beaucoup sur la petite enfance, en fait. On a créé un relationnel avec les assistantes maternelles, puisqu'on a mis en place un comité des usagers. Donc on avait créé un RAM, un relais d'assistante maternelle intercommunal, où chaque commune mettait une petite somme dans un pot commun. Donc on avait créé un syndicat intercommunal pour gérer le relais d'assistante maternelle. Et là, on avait la possibilité d'agir, puisqu'on mutualisait les moyens un peu plus grandement, et on a pu créer ce comité d'usagers. Donc le soir, après leur journée avec les enfants, les assistantes maternelles se retrouvaient donc elles avaient élu des représentantes qui venaient, je dis des représentantes parce que on n'a jamais eu d'hommes assistants maternels, c'était que des femmes sur toutes les communes. Donc, et oui, c'est l'éducation, le social, c'est des métiers assez féminins. Et là, on avait eu, mais on avait un élu qui était élu petite enfance. Et c'était rare parce que dans toutes les communes, les élus en charge de l'éducation et de la petite enfance, c'était souvent des femmes. Et dans un village voisin, on avait un élu masculin. C'était agréable d'avoir aussi la pensée d'un homme quand on prenait nos décisions, parce que on est un petit peu différents et on avait ce partage qui était agréable. Donc on a pu créer ça, et ça nous a permis de travailler directement avec les assistantes maternelles sur leurs besoins, on a pu mettre en place des projets hyper intéressants où on a formé aussi nos assistantes maternelles du village, enfin de chaque, on est 5 villages regroupés. Et on a associé les personnels de crèche. Donc ça faisait des mélanges comme ça dans les formations où tous les professionnels petite enfance se retrouvaient, débattaient et amélioraient leurs pratiques. On avait fait venir un expert de la petite enfance sur la bienveillance et sur les postures. On a fait venir de Belgique. Bon, ça nous avait coûté un certain budget, mais au moins l'expertise était arrivée jusqu'aux assistantes maternelles qui en avaient fait après profiter dans leur relation avec les enfants qu'elles gardaient. On est persuadé que tout se tisse depuis la petite enfance. À Marseille, il y a un projet très important en ce moment qui est en train d'être travaillé, donc Marseille non violente. Et c'est Isabelle Filiosa qui travaille sur ce projet avec des neurologues, toute une communauté de chercheurs et de scientifiques qui s'adressent, qui vont chercher le problème à la racine, c'est-à-dire dans les violences faites dans les familles et dès la petite enfance. Et donc, pareil, on analyse comment se développe la violence, comment on peut arriver à lutter contre les gestes de la violence infrafamiliale, mais aussi dans le fait de se retrouver dans la rue, finalement, éduqué par la rue. Et donc, il y a de l'argent qui est mis sur la table, mais surtout des réflexions qui font avancer les choses, et c'est assez conséquent. Donc, voilà, moi je dirais que pour répondre à la question sur comment on agit sur le lien,
par des rencontres. Et la prévention. Et la prévention. La petite enfance. Voilà, on fait. Et puis c'est l'accueil aussi, c'est-à-dire que nous, quand on arrive dans notre commune, on crée la soirée des nouveaux habitants. Donc c'est un temps où les services viennent se présenter aux personnes, les chefs de service sont là, expliquent qu'ils pourront s'adresser à eux. On a aussi les associations qui viennent se présenter aux nouveaux habitants et ça crée du lien. Comme chez nous, tout se finit par un apéritif de toute manière, parce que c'est un moment de convivialité, c'est-à-dire que c'est pas se retrouver pour boire, c'est pour échanger. Tout simplement, aller à l'encontre de l'autre, créer un temps de convivialité pour apprendre à se connaître. Et même quand je marie les gens, et oui, parce que dans les fonctions d'élus, on a aussi le mariage à célébrer. C'est agréable de leur dire, voilà, vous savez que vous vous mariez dans une ville un peu atypique. Voilà, ils ne savent pas trop de quoi on va leur parler, pour eux c'est le plus beau jour de leur vie. Qu'est-ce que nous dit l'élu là ? Eh oui, vous vous mariez dans une ville de paix. Donc, alors des fois il y a des petits enfants dans la salle, une ville de paix, eux ça fait un peu prout dans leur tête. Alors des fois je leur dis non, P-A-I-X. Donc, et finalement, bon, qu'est-ce que c'est ? Alors on leur explique qu'ici on cultive le bien vivre ensemble, on fait en sorte de se rencontrer. Donc il y aura beaucoup d'apéritifs parce que ça finit comme dans les villages gaulois. Il n'y a pas le sanglier qui tourne, mais presque. Mais par contre, c'est l'occasion de rencontrer l'autre. Et on dit, on espère bien que dans votre quotidien, si un jour il y a la branche du voisin qui dépasse, ben vous n'aurez pas envie d'aller traverser pour aller lui casser la figure. Non, vous vous rappellerez que vous l'avez vu dans un apéritif organisé par la mairie, que vous avez échangé avec lui, et peut-être vous pouvez traverser, aller lui parler avant d'aller envoyer une missive à la police municipale en disant je suis dérangée par les branches. C'est des petites choses. On met pas beaucoup de moyens, puisqu'on est, comme toutes les communes de France, un peu étriqués au niveau des comptes. Et pourtant, on arrive à faire des choses qui marquent et en travaillant la proximité. Voilà. Avec les habitants, on fait aussi beaucoup d'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on met ensemble les enfants avec les papis-mamies dans les clubs du 3e et du 4e âge. Et on est plutôt content quand le carnaval passe devant l'EHPAD, en fait, où on est attendu chaque année avec les fauteuils roulants et c'est un temps où voilà, on se sent pas coupé du monde parce que les enfants viennent jusqu'à nous. Donc la rencontre, la proximité, les petites choses font qu'on se sent liés les uns aux autres et qu'on peut trouver la réponse qui est notre sœur, qui est notre frère. Et merci. Merci. Est-ce que ici vous avez envie encore de Abdenour ? Merci. Je voudrais réagir un peu à différentes choses qui ont été dites. Ce soir, on a beaucoup insisté sur l'expression des émotions. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit pas de côté, si vous permettez. Il me semble que une des grandes lacunes de notre monde, de notre civilisation, c'est de toujours chercher à développer chez l'être humain telle ou telle dimension, et souvent au détriment de l'ensemble de ces dimensions. Et il me paraît donc important de rappeler à ce titre que la culture des émotions, ou l'intelligence émotionnelle, est visiblement aujourd'hui une lacune, et quelque chose qui est en souffrance, mais au milieu d'autres intelligences chez l'être humain qui méritent d'être développées en même temps. C'est-à-dire, je crois que nous pourrons avoir les uns et les autres une attitude qui va être une attitude de paix, une conduite de paix et de fraternité, si nous sommes des femmes et des hommes un peu plus complets. Et c'est là la difficulté de notre tâche. Nous avons un travail à faire du côté de l'intelligence émotionnelle, mais nous avons un travail à faire aussi du côté du développement de notre imagination, par exemple, de notre sensibilité en général, pas seulement la culture des émotions, mais de notre esprit critique, de ce qu'on appelait autrefois, mais alors là je vais dire un mot que même ceux qui ont beaucoup vécu au XXe siècle, comme moi,
n'ont pas, certainement pas entendu depuis longtemps, ce qu'on appelait autrefois nos vertus. Je ne l'entends pas dans un sens religieux en général, ou chrétien en particulier, mais vous voyez, ce qu'on appelait l'honnêteté, la droiture, le désintéressement, la générosité, etc., etc. C'est tellement important. Et tout ça, quand on arrive à... Mais c'est toute une vie, hein, quand on arrive à travailler un peu sur tous ces plans-là, alors peut-être que, en effet, avec un peu plus d'empathie, mais aussi un peu plus de discernement, un peu plus de désintéressement, un peu plus de ceci, un petit peu plus de cela, on peut avoir une chance, se donner une chance de s'avancer les uns vers les autres, d'une manière peut-être un peu plus riche, un peu plus complète. Et je dis ça parce que on sort d'un XXe siècle quand même. Bon, là, c'est l'analyse philosophique que vous connaissez qui reprend le dessus, mais où on a hypertrophié la rationalité. On a construit un monde hyper rationnel. Un monde froid, un monde égoïste, un monde individualiste, où le calcul de l'intérêt personnel l'emporte toujours. Vous voyez? Bon, c'est vrai, ça. Aujourd'hui, on dit, oh là là, on a oublié les émotions. Et hop, ça y est, on fait pencher la bascule du côté des émotions. J'aimerais qu'au XXIe siècle, on ait peut-être enfin la maturité collective d'essayer de déployer, d'aider les enfants qui arrivent à déployer leur humanité dans toutes ses dimensions. Et le sens critique. Et le sens critique. Oser pouvoir... Oser contester par rapport à toutes les aliénations dont on est victime aujourd'hui. Et il y a derrière, en fond d'écran de nos discussions, il y a un arrière-plan politique. On ne vit pas dans n'importe quelle société. Alors vous allez dire que le philosophe voit le mal partout, ce qui n'est pas faux, si vous voulez. Mais moi, on me dit qu'on vit cuit les petits oiseaux dans une société démocratique. Je dis attention, excusez-moi de vous demander pardon, c'est pas du tout le cas. Vous voyez? Et donc, si, je dirais, eh bien, nous développons nos qualités humaines dans un monde qui est politiquement asservissant et que nous ne voyons pas comme tel, ça veut dire qu'on va s'aimer dans la prison. Merci à tout le monde.